Donc, pour l'anniversaire de la République espagnole, nous avons choisi de vous présenter une conférence en deux parties sur Albert Camus, la République espagnole et surtout son attachement aux libertaires espagnols et le soutien qu'il leur a apporté jusqu'à son dernier souffle. Évidemment, on ne peut pas parler d'Albert Camus et de l'Espagne sans évoquer aussi Maria Casares, qui a été sa muse pour ce qui est de son engagement auprès des républicains espagnols. Nous avons monté donc cette soirée en collaboration avec le CTDE, qui est donc le Centre toulousain de documentation de l'exil espagnol, dont vous avez de dignes représentants ici, et l'exemplaire sur Camus en français et en espagnol aussi à feuilleter. Donc l'association 24 août, vous la connaissez pour la plupart. On organise ce qu'on peut, des projections, des expositions, des discussions, pour que la mémoire de l'exil espagnol et la mémoire des libertaires espagnols reste vivace, surtout en ce moment où on a besoin d'un idéal et d'exemples de sociétés autres que celles qu'on nous présente un peu partout dans le monde. Je vais passer la parole à Francis Pallares pour qu'il vous présente le CTDE. Et puis ensuite, comme la première partie que nous allons aborder, c'est une vidéoconférence de Maria Polo qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui s'excuse et qui nous souhaite une excellente soirée, qui a dit qu'elle allait penser à nous tout au long de cette soirée. Voilà, je vous présenterai en quelques mots Maria Lopo et puis on regardera sa conférence. Et ensuite, Aimé Marseillan vous parlera de Monsieur Albert Camus. Bonjour. Bon, on m'a chargé de représenter le CTDEE. Bon, le sigle est un peu barbare, hein. C'est le Centre toulousain de documentation de l'exil espagnol, qui regroupe à Toulouse, et des gens qui sont exilés de Toulouse, des filles et des fils de réfugiés espagnols, évidemment, de la guerre de 36-39. On avait décidé de faire une revue parce que, d'une part, toute une série de faits ont souvent été déformés ou ne sont pas connus, en particulier aussi bien de l'Espagne actuelle ou de l'Espagne franquiste ou de l'Espagne républicaine. Le CTDEE regroupe des enfants de réfugiés. Je dis de réfugiés parce que souvent on a parlé de républicains. On a vu qu'avec les Syriens, on ne parlait plus de réfugiés, on parlait de migrants. Maintenant, on voit que pour les Ukrainiens ont droit au titre de réfugiés, mais on voit que l'histoire se répète malheureusement et qu'on est obligé à chaque fois de donner en tout cas une opinion plurielle aussi, puisque bon, le CTDE regroupe non seulement des libertaires, mais aussi des socialistes et puis des gens qui sont simplement des héritiers de syndicalistes et de républicains espagnols de toute tendance. Comme Camus a été souvent, et maintenant redécouvert, a été souvent déformé, trituré, je pense qu'il est important de rendre hommage à ce que Camus a fait, à sa fidélité en particulier envers les républicains espagnols. Il a été toujours fidèle au combat de nos parents. Il était de tous les meetings, il était de toutes les positions. Et effectivement, à l'époque, c'était très difficile parce qu'il se retrouvait confronté à un rouleau compresseur du stalinisme qui le traitait de tous les noms. Et je pense qu'il est quand même important de rendre cet hommage, son honnêteté et sa fidélité aux Espagnols. Aux républicains espagnols, en tout cas, aussi bien aux libertaires qu'aux socialistes, qu'aux exilés espagnols de toute tendance. Bon, je laisserai la parole à Amado pour la suite. Maria Lopo, qui est une docteure en littérature française et qui est de la Corogne, il me semble,
Donc c'est une spécialiste en plus de toutes ces études littéraires et des études de langue régionale, locale, française, comme le breton, le celtique. Elle est spécialiste de Maria Casares. Donc elle a écrit des dizaines d'articles à son sujet. Elle a mis en théâtre des textes et deux monographies. Et en plus, elle a traduit l'édition en espagnol du livre de Maria Casares, Residente Privilegiada. Elle était désolée de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais elle a pris le temps de se filmer dans la maison de Maria Casares, enfin dans la maison de la famille Casares, et de nous promener justement étage par étage dans cette maison en nous expliquant en fait l'histoire de cette famille qui a formé en fait les idées et la pensée de Maria Casares auprès des réfugiés espagnols. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui, même à distance, dans cette commémoration du 14 avril à Paris, en compagnie d'amis très chers et que j'admire beaucoup, comme Blanca Campos et Amado Marcelian, et des amis qui font partie de votre association. C'est aussi très émouvant pour moi d'être, ne serait-ce que virtuellement, à côté de ces jardins de la Nueve que j'ai pu visiter en présence peu après son inauguration. Merci de votre invitation et merci aussi pour tout ce travail indispensable que vous réalisez au sein de l'association 24 août 1944 pour récupérer, conserver et projeter dans le futur notre mémoire commune, une mémoire de paix, de justice et de liberté. Et ce ne sont pas des mots banals aujourd'hui face au pouvoir et à leur violence. Et je suis sûre que vous comprenez le désarroi qui m'envahissait quand je préparais cette intervention. Je vais vous parler des guerres européennes, des fascismes, des réfugiés, dans un contexte de guerre, de fascisme et de réfugiés. D'où l'importance redoublée de votre digne travail de mémoire. Maria Casares, vous la connaissez. Vous connaissez l'actrice, son œuvre, vous connaissez aussi le personnage public en France, ses amis, ses amours, sa relation fondamentale avec Albert Camus, relation d'ailleurs très présente ces derniers temps dans les médias depuis la publication par Gallimard de leur merveilleuse correspondance en 2017. Je me suis dit qu'il me revenait alors de vous expliquer d'où venait-elle, quelles étaient ses origines en Galice, en Espagne, et comment avait-elle vécu les premières années de son exil, avant son début au théâtre, car c'est évidemment la partie de sa vie la moins connue en France. Et ces années de formation nous aident énormément à comprendre la femme, l'exilée et l'actrice. Maria Casares est née dans cette maison, à La Corogne, en Galice, le 21 novembre 1922. Nous sommes au numéro 12 de la rue Panaderas, la rue des Boulangères, une maison qui représente un lieu emblématique de notre mémoire historique galicienne et qui depuis le 14 avril 2007, il y a donc 15 ans, est devenue la maison-musée Casares Quiroga du nom de son père. C'est un musée municipal géré par la ville de La Corogne. Ce musée est, depuis sa création, un espace d'hommage au républicanisme dont la famille Casares constitue un emblème dans cette ville. Et depuis cette année, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'actrice, ce troisième étage de la maison où je me trouve est devenu un espace d'hommage à Maria Casares, car c'est là que se trouvait sa chambre, son espace de vie. Le nom complet de Maria Casares est Maria Victoria Casares Pérez, et dans son enfance et dans son intimité familiale, elle a toujours été appelée Vitola ou
Vitolinia, des diminutifs affectueux de son prénom, Victoria, victoire. Ses parents l'ont ainsi appelée parce que sa naissance a été vécue comme une victoire. Victoire de la vie face aux maladies familiales tant redoutées par ses parents, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. De maladies comme la tuberculose, l'épilepsie ou des maladies de cœur, qui leur avaient fait prendre la décision de ne pas avoir d'enfant. Petite parenthèse pour rappeler que Albert Camus a donné ce nom de Victoria au personnage féminin protagoniste de sa pièce L'état de siège, personnage que Maria Casares incarna au théâtre pour la première de cette pièce en 1948, pièce d'ailleurs en partie inspirée par la guerre d'Espagne et la dictature franquiste. À propos de ce personnage de Victoria, Camus nota dans ses carnets « Victoria, l'amour solaire ». Bon, Victoria, Vitola, était la fille de Gloria Pérez Corrales et de Santiago Casares Quiroga. Du côté maternel, elle vient d'une lignée de cigarières, d'ouvrières employées à la manufacture des tabacs de la Corogne, qui a été en activité pendant 2 siècles et qui a embauché des générations successives de femmes, très souvent appartenant aux mêmes familles. Ces femmes avaient des conditions de travail très dures et un salaire bien inférieur à celui des hommes, mais elles avaient aussi, et malgré tout, une certaine affirmation personnelle et collective dans l'espace de la ville, une présence. La grand-mère maternelle, Pilar Pérez Corrales, occupait, à la fin de sa carrière, un poste à responsabilité dans cette usine. Elle était maestra de labores, une sorte de contremaître. La figure de cette grand-mère, que Maria Casares n'a pas connue, a pourtant une grande importance symbolique dans l'imaginaire personnel de l'actrice. Pilar représente la femme forte, libre, indépendante, qui après son veuvage, elle a été veuve très très jeune, a eu 3 enfants, dont la mère de Maria, avec un militaire marié à une autre femme. Encore une petite parenthèse autour de cette grand-mère cigarière pour évoquer bien sûr le mythe de Carmen qui fonctionne sans doute chez Maria Casares, mais aussi la grande écrivaine galicienne du XIXe siècle, Emilia Pardo Bazán, née aussi à la Corogne et qui consacra un roman célèbre, La Tribuna, aux cigarières de cette manufacture qui était des traditions républicaines. Ce livre, La Tribuna, était dans la bibliothèque de cette maison, bibliothèque dont je parlerai après. La fille la plus jeune de Pilar, Gloria, la mère de Maria, travaillait comme apprentie couturière dans une chapellerie à la mode du centre-ville quand elle a rencontré Santiago Casares Quiroga, le père de Maria. Santiago était né dans une famille de la bourgeoisie éclairée et francophile galicienne. Ses parents, Rogelia Quiroga Moredo et Santiago Casares Paz, ont eu 5 enfants, dont seulement 2 sont arrivés à l'âge adulte. Ils avaient tous une santé précaire. Casares Paz, le grand-père paternel de Maria, était républicain, athée et maçon. Il administrait le patrimoine des grandes familles de la Corogne et exerçait un grand pouvoir dans une ville où il a été conseiller municipal et même maire, une ville où ses enfants étaient destinés à perpétuer cette influence. C'est lui qui a acheté et rénové cette maison. Son fils, Santiago, le père de Maria, était tuberculeux. Il a été soigné dans des sanatoriums en Suisse, pays où il a fait même de nombreux séjours, et il a par exemple étudié au lycée technique de Biel. Par la suite, il a fait des études de droit à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle et à l'université centrale de Madrid. Il est revenu de Madrid en Galice en 1910 avec son diplôme d'avocat et un bébé, une petite fille prénommée Esther, née en 1909
d'une liaison qu'il a eue à Madrid quand il était étudiant. Il a reconnu sa fille, dont il a assumé la garde et l'éducation. Donc, quand Maria Victoria est née, elle avait déjà une grande sœur de 13 ans, son aînée, Esther Casares Quiroga. Là, elle a sa petite sœur Maria dans ses bras. Esther a fait des études à Paris, au lycée Victor Duruy, comme sa petite sœur Maria Victoria, bien des années plus tard. Gloria et Santiago se sont mariés en 1920. Esther, la fille aînée, est revenue de France pour habiter avec eux ici, dans cette maison. La carrière politique de Santiago a marqué le destin de la famille. Il est rapidement passé de la politique municipale à la politique régionale, et de là au premier rang de la politique nationale en 1931, avec l'avènement de la Seconde République espagnole, dont il a été l'un des moteurs les plus actifs. La petite Maria Victoria, Vitola, a vécu à la Corogne jusqu'en 1931, année où la famille s'est installée à Madrid, car son père devient ministre dès le premier gouvernement provisoire de Niceto Alcalá Zamora. Casares est nommé ministre de la Marine. Mais ces déménagements ne supposent en aucun cas une coupure avec la Galice, où la famille passe toutes les vacances scolaires jusqu'en 1935. Vitola n'a pas été élevée par ses parents selon un modèle étriqué, bourgeois, urbain, féminin. La peur des maladies familiales, de cette menace sournoise de la tuberculose qui avait déjà touché sa sœur aînée, Esther, leur a fait adopter pour elle une enfance tournée vers la nature et l'exercice physique en liberté. L'enfant était tout le temps dehors, que ce soit à la Corogne, ville ouverte à tous les embruns de l'océan, c'est une péninsule, ou que ce soit à la campagne de Montrove, village très proche de la Corogne, où la famille passait les vacances près de la mer et de la plage de Bastiagueiro. Sa mère, Gloria, et son père, Santiago, sont sans aucun doute les deux grands points de repère de l'enfance de Maria Casares. Ils représentent à ses yeux deux univers très différents. Ils incarnent d'abord et clairement une dichotomie de genre très classique. Gloria, la mère, c'est la nature, la culture orale et populaire, la langue galicienne et son chant. Il y a une totale identification entre la mère et la Galice chez Maria. Je la cite. « La Galice est restée en moi comme ma mère est restée en moi. » Gloria ne s'est jamais séparée de sa fille et son influence a été déterminante dans bien des domaines. Le parcours de cette femme a été exceptionnel. Fille de cigarière et de pères inconnus, couturière, mère, par son mariage femme de ministre et de premier ministre, infirmière volontaire pendant les premiers mois de la guerre d'Espagne, réfugiée dans un pays dont elle ne parlait pas la langue. À Paris, elle a pris sur elle le poids de la maison, le nettoyage, les repas, le manque d'argent. Son travail a permis à sa fille de poursuivre ses études et sa carrière. Elle a aussi su s'ouvrir au nouveau monde de sa fille, à ses amis du théâtre et du cinéma. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a accompagné Maria à Nice en 1943, lors du tournage de son premier film « Les enfants du paradis » de Marcel Carné, où elle incarnait le personnage de Nathalie. Maria était mineure à l'époque, c'est sa mère qui signe ses premiers contrats au théâtre et au cinéma. Il y a une anecdote de ce tournage que je ne peux pas m'empêcher de vous raconter. Je lis. À Nice, la comédienne était accompagnée par sa mère. Arletty, qui travaillait aussi dans le film, et dont la chambre était mitoyenne de la leur, s'en souviendra longtemps, car les deux femmes ne cessaient de rire et de parler jusqu'à des heures avancées de la nuit. Et en fait, elle empêchait Arletty de dormir. Ils avaient encore des horaires espagnols. Bien. Face à la nature maternelle, la civilisation, la culture écrite porte la trace du père. La relation père-fille a été marquée par des séparations constantes. Les séjours à sanatorium de Santiago, sa vie politique, la prison,
son double exil en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, dont j'en reparlerai. Ils partageaient un même sens de l'humour, très noir, très intelligent, une ironie très galicienne qui jaillit dans la correspondance qu'ils vont échanger pendant leur exil français. En réalité, María Casares n'a vraiment partagé la vie de son père qu'à 2 moments de leur vie. Dans son enfance, dans cette maison, pendant la dictature de Primo de Rivera, 1923-1930, période où Casares a été obligé de se retirer de la vie politique, et dans sa jeunesse à Paris, pendant leur exil français, surtout 1945-1950, année de la mort de Casares. Dans son enfance à La Corogne, María Casares a assisté, décision du père, au cours du Collège français, la seule école privée laïque de la ville, école qui avait été d'ailleurs ouverte par initiative, entre autres, de Casares lui-même. Il était l'un de ses administrateurs. C'était une école progressiste, fermée bien évidemment par le fascisme en 1936. Cette bibliothèque où je me trouve est intimement liée chez Maria au souvenir de son père. C'est ici qu'il lui a appris la récitation et c'est ici qu'il l'a initié au savoir scientifique en y installant un petit laboratoire où ils faisaient ensemble des expériences. J'aime croire que c'est ici, dans cet espace, que s'est forgé chez elle le rapport premier à la teneur poétique d'un texte dit, à la récitation en langue espagnole et en langue galicienne des poètes préférés de son père, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Rubén Darío ou Valle Inclán, parmi bien d'autres. La bibliothèque de la famille Casares était probablement l'une des bibliothèques personnelles les plus importantes de Galice à cette époque-là. On sait qu'elle comptait autour de 20 000 volumes et que la présence des livres français et en langue française était majoritaire. Cette bibliothèque emblématique a été pillée, saccagée par les fascistes qui ont pris d'assaut cette maison quelques semaines après le coup d'État de juillet 1936. En toute impunité, ils ont volé ou détruit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Nous ne conservons aujourd'hui que 800 volumes à peu près de cette magnifique bibliothèque. Certains de ces volumes sont d'ailleurs dans un très mauvais état. Sur l'inventaire de la saisie, car il y a eu un inventaire de la saisie, figuraient pourtant 2000 volumes, mais 1200 ont disparu des dépôts militaires. La plupart de ces 800 volumes se trouvent aujourd'hui au dépôt Casares Quiroga de la bibliothèque publique de la ville de La Corogne. Contrairement à une version très répandue, cette bibliothèque n'a pas été brûlée sur le port de la ville, mais dans un certain sens, symboliquement, elle l'a été, et avec elle a brûlé dans l'autodafé fasciste cette liberté que le savoir avait installée dans le cœur de la ville. Les librairies que vous voyez là derrière moi sont une copie exacte de la librairie originale qui existe encore, mais ailleurs dans la ville. Cette reproduction a été installée au moment de la restauration du bâtiment en 2007. Les livres que vous voyez là sur les étagères, ce ne sont pas les livres de la famille Casares, mais ceux de la famille Albajar, une autre famille républicaine de la ville, amie de Casares, qui a aussi connu l'exil et qui a fait don de sa bibliothèque à cette maison en 2020. Sur l'inventaire de la saisie, nous retrouvons des auteurs et des œuvres qui établissent un dialogue émouvant avec l'avenir de la femme et de l'actrice. C'est ainsi que, entre autres, il y avait chez les Casares les œuvres de Victor Duruy, qui donna nom au lycée où les deux sœurs ont fait leurs études, ou, par exemple, une anthologie illustrée de la Bretagne, cette Bretagne où María Casares ira très souvent pour se rapprocher de l'océan qui lui manque tellement. On retrouve aussi sur cet inventaire des œuvres et des auteurs qu'elle a représentés. Il y avait Colette, les frères Karamazov de Dostoïevski, six personnages en quête d'auteur de Pirandello,
La chartreuse de Parme des sandales, il a incarné la Sainte-Sévérine dans le film de Christian Jacques. On retrouve aussi Iphigénie ou le théâtre choisi de Jean Racine, le théâtre complet de Molière. Quand je regarde ces œuvres dans son dépôt actuel, je pense toujours, avec un brin d'ironie cassariana, au long parcours qu'une petite fille de la Corogne a dû faire pour revenir auprès d'eux et les situer à travers sa création, son travail de créatrice, comme une référence obligée de la représentation théâtrale et cinématographique du XXe siècle. Un des paradis de son enfance galicienne a été donc cette bibliothèque, l'autre a été sans doute la plage de Bastiagueiro, tout près de la Corogne, à Montrove. À Montrove, la famille Casares loua successivement 2 résidences d'été. La première, c'était le Pazo do Rio, ou petit manoir de la rivière. Le Pazo est en Galice un manoir traditionnel de la petite noblesse. Et puis, ils ont aussi loué une villa plus moderne, Villa Galicia. C'est cette dernière maison que Maria a fréquentée le plus, mais c'est pourtant la première qui a marqué son imaginaire en profond accord avec la Galice de son père. Santiago aimait ce domaine, qu'il évoque pour sa fille dans les lettres de l'exil, quand le printemps parisien lui faisait ressentir la nostalgie du jardin de Montrove. Là, à Montrove, dans sa plage de Bastiagueiro, la petite fille a vécu des moments de bonheur et de liberté dans la nature, ses baignades dans l'océan, les aventures avec ses amis dans les chemins creux, dans les pinèdes côtières, ses batailles avec la pluie et les vents. Elle a conservé toute sa vie des photos prises sur cette plage. Elle a mis dans ses bagages de l'exil ses images de ses amis et de son paradis d'enfance. Son dernier séjour en Galice remonte, comme j'ai avancé, à l'été 1935. Et ce sont ces souvenirs-là qui ont pesé chez Maria Casares dans l'achat de sa première maison en France au début des années 60. Cette maison, la Vergne, est en réalité un petit domaine situé à Alou, en Charente, une propriété qui est traversée par un bras de la Charente, tout comme le petit manoir, le Pazo, qui existe encore aujourd'hui, est traversé par un petit ruisseau. La Vergne, mon Montrove français, dira l'actrice dans un de ses entretiens. Cette Galice représentait pour elle un équilibre, un univers qui se tenait, dont les points de repère étaient connus et l'espace familier. Un monde stable, où après la marée haute venait toujours la marée basse, et cela depuis l'origine des temps. La coupure brutale de l'exil a fait de cette enfance un talisman, et de Bastiagueiro son paradis perdu. La plage de Bastiagueiro est devenue pour Maria Casares ce que Tipaza et ses plages, près d'Alger, représentaient pour Albert Camus. Je vous lis à ce propos un extrait de l'entretien de Maria Casares avec Bernard Pivot dans son émission Apostrophe en 1980. Dit Maria Casares. Peut-être le plus grand privilège que j'ai eu au début de ma vie, c'est d'abord d'être élevée dans une enfance heureuse, dans un pays où le temps était encore le temps du 19e siècle, enfin, le temps où le temps était dense, comme ça, dans l'accord avec les paysages et les gens qui m'entouraient. L'installation de la famille Casares à Madrid en 1931, au moment de l'avènement de la République, a bouleversé pour la première fois l'univers enfantin de Maria Victoria. Elle avait 8 ans. Je la cite. « Je me souviens avec beaucoup plus d'amertume du départ de la Corogne pour Madrid que de celui de Madrid pour Paris. La fille du nouveau ministre avait du mal à s'adapter à une vie beaucoup moins libre, où elle devait représenter pour la première fois un rôle et où le seul espace naturel près de chez elle était le parc du Retiro, trop loin de la mer. Elle exprime cette nostalgie
dans la correspondance échangée avec ses amis de la Corogne. Nous conservons des lettres très sympathiques où elle montre déjà une grande intelligence et une forte personnalité. Mais, en juste échange, la capitale lui a beaucoup apporté. Elle a connu l'effervescence du Madrid républicain et la pédagogie d'avant-garde de l'Instituto Escuela, un centre d'enseignement actif, pionnier de la coéducation et de l'apprentissage par immersion qui était destiné à former les futures élites de la République et qui s'inspirait des principes de l'institution libre d'enseignement. María Casares a été élève de l'Instituto Escuela et c'est dans ce contexte scolaire qu'elle a commencé, d'un côté, à apprendre sérieusement la langue française à raison de 2 heures hebdomadaires et, d'un autre côté, à faire du théâtre pour la première fois dans des spectacles scolaires. Elle a participé dans des représentations théâtrales de Jacinto Benavente ou de Rafael Alberti. Elle a aussi participé dans des ballets adaptés, par exemple à partir des compositions de Manuel de Falla. Elle raconte comment Valle Inclán et Federico García Lorca ont été des spectateurs d'une pièce où elle participait, montée et interprétée par des enfants, chez une amie de leurs parents, l'écrivaine Isabel Oyarzábal, auteure de la pièce. Les années passées dans cette école ont été fondamentales à plus d'un titre dans sa formation humaine et intellectuelle. Madrid a aussi été essentielle pour sa découverte du théâtre et du cinéma en tant que spectatrice. Nous apprenons ainsi, par exemple, dans ses lettres, qu'elle avait développé une passion adolescente pour Clark Gable. Nous savons également qu'elle a assisté en 1934 à la première historique de Yerma, la pièce de Federico García Lorca, mise en scène au théâtre espagnol par la troupe de Margarita Xirgu, qui tenait le rôle titre. C'est un fait très important parce que bien des années plus tard, en 1963, María Casares sera elle-même Yerma dans une version de cette pièce dirigée par Margarita Xirgu à Buenos Aires. Cette Yerma argentine a été une représentation essentielle pour l'actrice, la première fois qu'elle jouait en espagnol. Mais cette Yerma est aussi, bien évidemment, une représentation essentielle dans l'histoire de notre théâtre de l'exil. Mais, pour l'instant, si nous revenons en 1934 à Madrid, Yerma n'est pas la pièce que Dutola apprécie le plus. Du haut de ses 12 ans, elle écrit à son amie Pilarita qu'elle a de loin préféré la représentation d'une pièce de théâtre pour enfants, La Princesse des Neiges, à la Yerma de Federico García Lorca. María Casares vit au premier rang de l'histoire le coup d'État de juillet 1936. N'oublions pas que son père était à ce moment-là, pas pour longtemps car il va démissionner, Premier ministre et ministre de la guerre. Le front de guerre sépare la famille Casares pour toujours. Maria, ses parents et son beau-frère, le mari d'Esther, se trouvaient à Madrid. Mais malheureusement, Esther, la sœur aînée, et sa petite-fille Marie-Esther, nièce de Maria Casares, étaient en Galice et elles ont subi de plein fouet la répression fasciste. Séparée de sa fille, Esther a été emprisonnée pendant 3 ans, retenue comme otage jusqu'à la fin de la guerre. Dans un premier temps dans un hôpital militaire, je rappelle qu'elle était tuberculeuse, et puis dans la prison de la Corogne. Il n'y a jamais eu de procès, aucune accusation ne pesait sur elle. En 1939, Esther a été assignée à résidence dans la ville de la Corogne, où elle a été obligée de vivre pendant 16 ans avec interdiction de quitter le pays. Elle et sa fille Marie-Esther n'ont été autorisées à quitter l'Espagne qu'en 1955, 19 ans après. Gloria et Santiago étaient déjà décédés. Les 2 femmes se sont réunies avec Maria en France avant de rejoindre au Mexique Enrique Varela, mari d'Esther et père de Marie-Esther, qui s'était exilé là-bas
et qu'elle n'avait pas vu depuis juillet 1936. Pour Maria Casares, l'exil commence très tôt et dans de très bonnes conditions matérielles. En novembre 1936, elle s'installe avec sa mère à Paris, dans un bâtiment situé au numéro 148 de la rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Un bâtiment qui sera l'adresse parisienne de l'actrice pendant 35 ans. Maria et sa mère vont tout d'abord loger à l'hôtel Paris-New York, situé au numéro 148 bis. Elles seront installées au 4e étage et par la suite, elles vont louer un appartement au propriétaire de l'hôtel, un appartement qui était situé au 6e étage du même immeuble, au numéro 148. Maria Casares va louer cette maison de la rue Vaugirard jusqu'en 1970-71, moment où elle achète un appartement situé au rez-de-chaussée du numéro 6 de la rue Asseline, dans le 14e, mais pas très loin de Vaugirard en réalité. C'est dans cette rue Asseline qu'on a apposé une plaque en hommage à l'actrice en 2018, à l'initiative du conseil du quartier Pernetti. Mais en réalité, et d'un point de vue de notre mémoire de l'exil, l'adresse véritablement importante est celle de Vaugirard, car elle est devenue un point de repère et un point de chute de notre Galice exilée et bien sûr aussi de l'Espagne républicaine à Paris. Beaucoup de personnes en exil sont passées à Vaugirard, d'abord pendant la guerre d'Espagne et puis évidemment d'une manière très intense tout de suite après février 1939, moment où d'ailleurs c'est Casares Quiroga lui-même qui rejoint sa femme et sa fille à Vaugirard. Maria a raconté comment à ces moments-là, des réfugiés espagnols arrivés les uns après les autres avaient loué tout un étage de l'hôtel Paris-New York. À Vaugirard sont arrivés la famille, les amis, des personnalités de la politique républicaine, des réfugiés anonymes, des syndicalistes, des intellectuels. Certains parmi eux y ont été accueillis quelques jours, quelques semaines, mais parfois même des années. C'est le cas de Sergio Dion, né à la Corogne, ami de la famille, économiste et homme politique de Izquierda Republicana, qui a d'ailleurs fait des traductions pour Gallimard par médiation de Camus. On pourrait nommer parmi bien d'autres Enrique López Tolentino, Enrique Varela, María del Carmen Patiño, Amalia de la Fuente. Il y a eu aussi des visiteurs, surtout en vie de Casares Quiroga, qui notaient ses visites dans ses agendas. Alfredo Somoza, Juan Negrín, Feliciana López, Salvador de Madariaga. Pour comprendre la femme et l'actrice, il ne faut jamais oublier qu'au moment où elle se formait dans la société française, l'apprentissage de la langue, la reprise de ses études au lycée, les études au conservatoire d'art dramatique, les débuts comme interprète, à ce moment-là, elle baignait, dès qu'elle rentrait chez elle, dans une autre société, un monde d'exilés qui essayait de retrouver de nouvelles marques en France, tout en croyant fermement au caractère provisoire de leur installation parisienne. Santiago Casares, dans ses lettres, appelait cet appartement une tente des nomades. L'engagement profondément antifasciste de cette famille a fait de cette adresse un lieu d'accueil solidaire et résistant aussi sous l'occupation, à un moment où l'exil se vivait sur place en France. Et il faut dire que sous l'occupation, la situation de Maria Casares et de sa mère Gloria était devenue très difficile. Santiago Casares, arrivé à Paris, comme je viens de dire, en février 1939, est obligé de fuir la France et de repartir en juin 1940 en Angleterre, pays où il a vécu les années de la Seconde Guerre mondiale, son double exil. Avec lui partaient en Angleterre les ressources économiques de la famille, les allocations du gouvernement républicain. L'une des raisons qui explique les débuts si précoces de Maria Casares comme actrice professionnelle est une raison d'ordre économique. Il lui fallait subvenir aux besoins de la maison avec son travail. Son métier d'actrice
a été le soutien de sa mère pendant l'occupation, puis celui de son père quand il est rentré en France en 1945. Comme illustration de l'accueil résistant antifasciste de Gloria et de Maria sous l'occupation, j'aimerais vous parler d'un exemple de sororité qui me tient à cœur, celui de Nina Resine, amie de Maria Casares et de sa mère. Nina était une jeune et brillante intellectuelle juive née en Russie, une psychopédagogue pionnière, docteur de l'Université de Paris. Quand la situation pour les Juifs est devenue intenable en 1942, elle trouvait refuge le soir auprès de ses deux amies, Gloria Pérez et Maria Casares. Maria lui avait cédé sa chambre, elle était installée chez elle. La dignité de ces deux femmes galiciennes, réfugiées elles-mêmes, n'a pas pu finalement sauver Nina de l'indigne déportation, mais elle en dit long sur la compréhension profonde de la condition d'exilé, à un moment où le gouvernement fasciste espagnol collaborait avec les assassins de Nina. 13 personnes de la famille Resine, dont Nina, ont été assassinées à Auschwitz. Cet engagement privé de la femme s'est toujours accompagné de l'engagement public de l'actrice. La présence de Maria Casares était habituelle dans les manifestations de soutien aux réfugiés et en appui à la République en France. Vous connaissez mieux que moi ces manifestations-là, le festival à la salle Pleyel à Paris, par exemple, mais il y a eu aussi les dédicaces, les manifestes publics, les soutiens personnels. Elle a représenté l'exil, les triomphes de l'exil et des valeurs universelles que la culture républicaine espagnole incarnait face au fascisme. C'est probablement le seul rôle qu'elle n'a pas choisi, et il était lourd à porter. Mais sa fidélité profonde a fait qu'elle l'assume jusqu'à la fin. Maria Casares est une grande actrice, mais elle est aussi une excellente écrivaine. La correspondance échangée avec son père, Santiago Casares, ou avec Albert Camus le montre. Elle a écrit d'ailleurs d'autres lettres magnifiques, comme par exemple celle adressée à Jean Vilar. Elle a aussi écrit des textes très intéressants sur le monde du théâtre, sur Jorge Labelli, sur le cinéma, Robert Bresson, ou sur des écrivains comme Valle Inclán. Mais c'est surtout son livre de mémoires, Résidente privilégiée, publié en 1980 chez Fayard, qui nous révèle la qualité et la liberté de sa langue de poète, la langue d'une créatrice qui se revendique exilée. Résidente privilégiée est le texte d'une exilée, écrit et pensé dans l'espace de confluence de l'interculturalité. Un livre écrit dans sa langue d'exilé. Un essai où l'expérience personnelle ancre la réflexion identitaire, et cela dès le titre, titre du livre et titre de séjour. Quand elle est arrivée en France, elle a obtenu un permis de séjour de résidente ordinaire, renouvelable annuellement. Bien plus tard, dans les années 50, en attention à sa carrière, elle a eu droit à celui de résidente privilégiée. La dédicace de ces livres est importante aussi, aux personnes déplacées, dédicace d'une triste actualité. Le terme désigna, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les réfugiés civils expulsés de leur foyer pour cause de guerre et qui très souvent n'avaient plus de famille, maison ou même pays où retourner. L'image de couverture est importante aussi. El Pelele, le pantin de Goya, un carton pour tapisserie, qui pour elle a toujours évoqué l'image de son père dans un retour triomphal à la Corogne en 1931. Pour entrer dans sa vie, dans ses mémoires, il faut le faire à travers l'image de son père. Résidente privilégiée expose et développe la pensée personnelle de Maria Casares sur l'exil, dans laquelle, d'ailleurs, il existe certainement un dialogue avec la pensée de Camus. J'aimerais terminer par des mots écrits précisément par Maria Casares dans ses livres et qui expriment avec une grande intelligence son lieu au monde, sa vie et ses fidélités.
Je la cite. La terre dont j'ai été faite est la Galice. Je suis née au théâtre des Mathurins. Ma patrie est le théâtre et mon pays d'origine, l'Espagne réfugiée. On a vraiment eu une conférence de qualité et on est rentré dans la vie de Maria Casares et ce qui l'a formée, quoi, avec évidemment en plein milieu la guerre d'Espagne, la guerre sociale en Espagne et l'exil. Donc c'est une bonne introduction pour passer à Albert Camus. Donc Aimé Marseillan va vous parler d'Albert Camus, de son attachement à l'Espagne libertaire. Et bon, je vais vous présenter très succinctement Aimé Marseillan. Une grande partie d'entre vous ici le connaissent. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, vous connaissez l'histoire d'Achille, le grec Achille qui a été trempé dans l'eau du Styx et qui est devenu invincible. Voilà. Ou alors, plus rigolo, plus près de nous, l'histoire d'Obélix qui est tombé dans la potion. Eh bien, Aimé, c'est un peu ça. Voilà. Il est né et il est tombé dans cette histoire dès l'enfance. Et il s'est nourri de cette histoire. Et donc, il va nous régaler avec la vie d'Albert Camus et son attachement à l'Espagne libertaire. À toi. Bonsoir, donc. Le 25 juillet 1955, Albert Camus, alors qu'il effectue un séjour dans les Alpes, à Montroc-le-Planay, avec ses enfants, écrit 2 lettres. L'une à Maria Casares, l'autre à un certain Jean L. Andreu. Cette dernière a été oblitérée par les services postaux d'Argentière le 26 juillet à 19h30. Même s'il nous faudra revenir sur cette deuxième lettre, ce luxe de détails pourrait laisser croire que je suis un spécialiste de Camus. Il n'en est rien. Ce qui me vaut d'être devant vous ce soir, c'est d'avoir coordonné la mise en forme du numéro 13 des cahiers du CTDE, du Centre toulousain de documentation sur l'exil espagnol, consacré à Camus et à l'Espagne. L'idée de départ était simple. Collecter ce qu'Albert Camus a pu écrire ou dire à propos de l'Espagne, articles, textes d'allocution ou de discours, dans la perspective chronologique de son engagement qu'il fallait aussi contextualiser. Pour cette tâche, nous nous sommes appuyés sur quelques-uns des nombreux ouvrages qui ont été consacrés à Albert Camus. D'autres ont été écartés, tant l'empressement égotique de leurs auteurs nous a semblé suspect. Déjà en 2012, Floréal Melgar écrivait « J'ai lu le livre d'Onfray sur Camus, je n'ignore plus rien de Michel Onfray. » Aux antipodes, il existe de par le monde des amis discrets d'Albert Camus, qui le font vivre parmi nous, aujourd'hui encore, à hauteur d'homme. Il en est un qui, depuis Montréal au Canada, alimente un blog qu'avec son accord nous avons beaucoup utilisé. Il s'appelle Daniel Bédard et son blog s'intitule sobrement « Camus au jour le jour ». Je vais maintenant partager avec vous une partie de nos déambulations dans l'œuvre de Camus. Camus est lié à l'Espagne, d'abord, comme il aimait à le dire, par le sang. Sa famille maternelle est originaire de Mahón et San Luis, sur l'île de Minorque, aux Baléares. Migrants pauvres, les Cardona et les Sintés sont en Algérie depuis le milieu du XIXe siècle, si bien que ce n'est sans doute pas par eux qu'est venu au jeune Albert, qui est né en 1913, son goût pour la culture espagnole. D'ailleurs, il le dit lui-même, sa connaissance de la langue de Cervantes restera pour le moins hésitante. Rappelons que son père a été mobilisé pour la guerre de 14 et qu'il y est mort tout de suite, et que sa mère était sourde et analphabète.
Les liens de Camus avec l'Espagne, s'ils ont une dimension sensible, résultent aussi d'une construction intellectuelle et politique. On peut distinguer 4 phases dans l'approche de l'Espagne par Albert Camus. Celle de ses années d'apprentissage, celle du journalisme à combat, celle du militant de la liberté, celle de l'homme solitaire et solidaire, pour reprendre les mots de sa fille Catherine. Les années d'apprentissage de Camus sont l'émergence à la vie intellectuelle et à la création artistique d'un orphelin pauvre que la sollicitude d'un instituteur généreux a guidé vers des perspectives insoupçonnées. De ces années d'études, tronquées par la tuberculose pulmonaire, lui aussi, c'est une maladie de pauvre, on retiendra quelques camarades au destin singulier. Il y a sans doute dans cette salle des personnes ayant connu Myriam Salama et Yves de Chezelle, défenseurs infatigables de toutes les causes émancipatrices. Le cabinet de l'avocat Yves de Chezelle, au pied de la Tour Eiffel, fut pendant des décennies le passage obligé de nombre de réfugiés, espagnols surtout, mais aussi argentins, mais aussi de Messali Hadj et de militants algériens ayant maille à partir avec la justice française. À Alger, Myriam Salama et Yves de Chezelle faisaient partie du cercle d'étudiants dans lequel se mouvait Albert Camus. Tout comme André Bellamiche, qui deviendra, des années plus tard, le traducteur de Federico García Lorca. Il est des tropismes révélateurs. D'ailleurs, la première œuvre à laquelle participe Camus est la création collective Révolte dans les Asturies, une forme de théâtre d'intervention en but aux tracasseries administratives de la mairie d'Alger. Le propos fait référence au soulèvement ouvrier d'octobre 1934 et à l'impitoyable répression qui s'ensuivit. Depuis 1931, l'Espagne était une république qui avait été proclamée il y a tout juste 91 ans, le 14 avril. On pourrait voir là une étrange contradiction. Quoi donc ? Albert Camus, infatigable défenseur de la République espagnole, ferait l'éloge d'une insurrection contre cette même République ? Mais c'est qu'à force de simplifier, à force de mythifier, on laisse s'échapper la complexité du réel. Et le réel des années 30, c'est que les fascismes accèdent au pouvoir en Allemagne, en Autriche, par la voie démocratique. Alors, quand en Espagne, un admirateur du chancelier Dollfuss entre au gouvernement, la révolte devient légitime. Et les militaires qui bombardent Oviedo peuvent faire suivre leur menaçante proclamation d'un « Viva la Repubblica » bien senti. Décidément, à l'époque déjà, la République ne protégeait de rien. À l'automne 1938, journaliste débutant à Alger républicain, Camus s'empoigne déjà avec certains de ses confrères que la prévisible défaite des troupes de la République espagnole semble désinhibée. Une certaine presse française entame, avec les brigadistes de retour d'Espagne, le naufrage qui l'amènera en nombre à la plus abjecte des collaborations. Dans les premiers mois de 1939, Camus rend également compte d'un recueil d'articles et de discours de la Passionaria intitulé « Pour la victoire ». On sait qu'il a fait un court passage par le Parti communiste. Un autre ouvrage fait l'objet d'une note de lecture de Camus. Sous le titre « Quinta Puñeta », avec un GN, Jean Lavergne livre une forme de reportage sur la situation militaire à Valence. C'est peu de dire que le tableau qu'il brosse des armées de la République et de ses officiers est peu reluisant. Un document curieux sur la fin de la guerre d'Espagne, dit Camus. Au cœur de l'article, une considération qui lui servira de guide dans les tâches journalistiques dont il ne sait pas encore qu'elles rempliront une bonne partie de son existence. Pour être vraiment objectif, il faut commencer par croire à quelque chose. On a quelques raisons
et quelques mérites ensuite d'admettre cela même qui contrarie notre croyance. Mais les années de formation de Camus en Algérie s'achèvent. Après sa série d'articles « Misère de la Kabylie », après des chroniques judiciaires qui incommodent les autorités, après la saisie du Soir républicain qui a pris la suite de Alger républicain, Albert Camus quitte Alger pour Paris. Il est désormais journaliste à Paris Soir, qui va rapidement s'expatrier à Clermont-Ferrand, exode et guerre oblige. Dans son ouvrage, Albert Camus écrit libertaire, Lou Marin dit que c'est Rirette Maître Jean, correctrice au journal, qui met Camus en relation avec les milieux anarchistes. Et Rirette a été la compagne de Victor Kibalchich, plus connu sous son pseudonyme de Victor Serge. Elle a été inquiétée lors de l'affaire Bonneau, puis a été typographe avant de devenir correctrice. Avec la guerre, la réalité bascule. Entre l'écriture et les séjours en altitude pour soigner ses poumons, Albert Camus s'engage dans la résistance, dans le réseau Combat. On lui connaît une fausse carte d'identité, délivrée le 20 mai 1943 à Épinay-sur-Orge, au nom d'Albert Maté, né à Choisy-le-Roi. De ces années de guerre et de résistance, il reste une petite note en rapport avec l'Espagne, inscrite dans son cahier 3. Le petit soldat espagnol au restaurant. Pas un mot de français et ce désir de chaleur humaine quand il s'adresse à moi. Paysan d'Estrémadure, combattant républicain, camp de concentration d'Argelès, engagé dans l'armée française. Quand il prononce le nom de l'Espagne, il a tout son ciel dans les yeux. Il a 8 jours de permission. Il est venu à Paris, qu'il l'a broyé en quelques heures. Sans un mot de français, s'égarant dans le métro, étranger, étranger à tout ce qui n'est pas sa terre, sa joie sera de retrouver ses amis du régiment. Et même s'il doit crever sous un ciel bas et des boues grasses, ce sera du moins côte à côte avec des hommes de son pays. En quelques mots, c'est tout l'itinéraire d'un grand nombre des réfugiés qui ont franchi la frontière en février 1939. Le 6 juin 1944, Maria Casares débarque dans la vie d'Albert Camus, comme Albert Camus débarque dans la sienne. À la libération de Paris, à laquelle des antifascistes espagnols comme Manuel Lozano et bien d'autres ont pris une part, c'est un Albert Camus de la maturité qui apparaît en pleine lumière. Désormais écrivain reconnu, il est surtout l'éditorialiste de combat qui affiche une devise exigeante de la résistance à la Révolution. De fin août au 26 décembre 1944, ce ne sont pas moins de 7 éditoriaux que Camus va consacrer à l'Espagne dans Combat. Quel thème spécifique aborde-t-il? Le premier, en date du 7 septembre 1944, juste 15 jours après la libération de Paris, porte un titre sans ambiguïté, « Nos frères d'Espagne ». Le texte commence ainsi. Cette guerre européenne qui commença en Espagne il y a 8 ans ne pourra se terminer sans l'Espagne. Et Camus conclut, si l'honneur, la fidélité, si le malheur et la noblesse d'un grand peuple sont les raisons de notre lutte, reconnaissant qu'elle dépasse nos frontières et qu'elle ne sera jamais victorieuse chez nous tant qu'elle sera écrasée dans la douloureuse Espagne. Le ton est donné, dont Camus ne se départira plus. Contre tous les réalismes politiques, il a fait le choix de la morale. C'est ainsi que le 5 octobre, il dénonce la politique des toutes nouvelles autorités administratives de la libération qui concentrent des réfugiés, pas seulement espagnols d'ailleurs, à la caserne Kellermann, avec des motivations qui rappellent étrangement celles de Vichy. L'édito se conclut par une interpellation. Il faut choisir.
Car en même temps qu'on enferme et qu'on expédie en province d'authentiques antifascistes, le gouvernement provisoire de la République française reçoit l'ambassade de Franco en la personne de José Antonio de Sangroni. En octobre, Combat met en une l'opération Reconquista d'Espagne, lancée dans le Val d'Aran par des groupes d'Espagnols issus de la résistance. Combat rend compte des opérations avec sympathie, mais sans outrance. Dans le droit fil de ce qu'il écrivait en 1939 dans Alger républicain, il les valide par ce que dit l'adversaire. Mais le plus insolite, c'est que Combat a été censuré et que la censure porte sur un commentaire politique. Le 24 octobre, Camus s'insurge. En l'espèce, le problème politique est fort clair. C'est Franco qu'il faut réduire au silence et pas la presse française. Décidément, la France libérée semble bien mal partie. Le 21 novembre, nouvelle éditoriale consacrée à l'Espagne. Cette fois, Camus entre dans l'intimité politique des républicains espagnols en exil. On le sait, la vie de la République en guerre contre le fascisme n'a pas été un long fleuve tranquille. À la Libération, les vieilles fractures sont toujours là. Camus fait un état des lieux. L'organisme le plus remuant est sans doute l'Unión Nacional Española, dit Camus. Mais il ajoute aussitôt « De larges fractions de l'opinion républicaine, les mouvements de la gauche démocratique et surtout les groupements syndicaux, CNT et UGT, lui dénient le droit de parler au nom de tous. Leur plus grand grief, ajoute-t-il, est la présence dans l'Union nationale, bien qu'elle soit soutenue par les communistes, de personnalités d'anciens régimes comme M. Gil Robles, qui a quelque chose à voir avec la répression des Asturies en 1934. Et à ce stade, Camus voit en Indalecio Prieto, Juan Negrín et Diego Martínez Barrio les personnalités susceptibles de fédérer le camp républicain. Diego Martínez Barrio sera jusqu'à sa mort en 1962 le président de l'improbable République espagnole en exil. La publication du recueil L'Espagne libre, fin 1945, début 1946, clôt une période au cours de laquelle Camus n'est pas parvenu à mettre la scandaleuse présence de Franco à l'ordre du jour de la France retrouvée. L'ouvrage marque la fin d'un cycle. Après l'épigraphe de Juan Negrín, Camus donne une préface dont je vais lire quelques extraits. Voici 9 ans que les hommes de ma génération ont l'Espagne sur le cœur. 9 ans qu'ils la portent avec eux comme une mauvaise blessure. C'est par elle qu'ils ont connu pour la première fois le goût de la défaite, qu'ils ont découvert avec une surprise dont ils sont à peine revenus, qu'on pouvait avoir raison et être vaincu, que la force pouvait se soumettre l'esprit et qu'il était des cas où le courage n'avait pas sa récompense. Dans ce monde sans mémoire, il est bon sans doute que quelques-uns s'en tiennent à la fidélité. Ils aideront peut-être un jour à faire pardonner ce que, dans la rage de leur cœur, ils n'ont pu empêcher. Dans la suite de sa préface, Camus évoque aussi Antonio Machado, le poète mort à Collioure, et Lluís Companys, qui a été livré à l'Espagne de Franco pour y être fusillé. Des auteurs qui participent à l'Espagne libre, on retiendra, outre Georges Bataille, qui dirige l'édition, le grand résistant Jean Cassou, lui aussi compagnon des mauvais jours, jusqu'au bout des réfugiés espagnols. Dans son article intitulé « L'Espagne, lieu de notre tragédie », il écrit « C'est sur le front de Madrid que notre ennemi, l'ennemi, a commencé de viser et d'atteindre la France. Et c'est à l'occasion de l'Espagne qu'ont éclaté nos plus violents déchirements civils. La campagne de démoralisation et de corruption des nazis français s'est déchaînée à propos de l'Espagne et nous avons eu alors la révélation de ce gang hideux de ministres, d'hommes de main et de femmes du monde, d'écrivains, de macros,
de financiers, d'industriels qui devaient prendre en main les destinées de notre pays et y établir l'ordre. C'est à Madrid que Pétain est allé auprès de son maître Franco prendre des leçons d'imposture et de trahison. Mais l'étape des grands éditoriaux de combat s'est achevée. C'est le début de la guerre froide, qui est aussi une guerre idéologique. Dans un temps où chacun est sommé de choisir son camp, Camus va choisir sa propre liberté. Ses interventions seront alors autant de coups de boutoir, et le gentil Camus rendra coup pour coup à ses contradicteurs. Après la Libération, les grands mouvements politiques et syndicaux de l'Espagne et de la République se sont reconstitués en exil autour de 4 pôles. Les libertaires de la Confédération nationale du travail, les socialistes de l'Union générale des travailleurs et du Parti socialiste ouvrier espagnol, les communistes du Parti communiste d'Espagne et du Parti socialiste unifié de Catalogne, les républicains proprement dits. Socialistes et communistes disposent de puissants relais dans le spectre politique français. Pas les libertaires, auxquels il faudrait adjoindre les marxistes non staliniens du Parti ouvrier d'unification marxiste, pas plus que les républicains. C'est à ces groupements orphelins que Camus et Cassou vont s'attacher. Albert Camus noua notamment des relations privilégiées avec 2 libertaires espagnols. L'un, Fernando Gómez Peláez, fut durant une longue période directeur de Solidaridad Obrera, l'hebdomadaire parisien de la CNT, qui tirait alors à quelques 20 000 exemplaires. L'autre, José Ester Borràs, était l'animateur de la Fédération espagnole des déportés et internés politiques. Parmi les républicains, Camus a des liens plus ou moins étroits avec les derniers des Mohicans, Fernando Valera, Antonio Remis, José Maldonado, Sergio Andión et Santiago Casares Quiroga. En 1947-48, un énorme scandale secoue l'exil républicain. On vient de découvrir que Staline maintient au goulag à Karaganda des marins et des aviateurs de la République que la fin de la guerre d'Espagne a surpris en URSS. La campagne de sensibilisation culmine le 11 juillet 1948 par un meeting à la Mutualité. Dans l'Humanité, on crie au complot sous un titre tout en nuances. Trotskistes et bloomistes au service de Franco. C'est le titre. Parallèlement, Albert Camus, qui mène une violente polémique avec Emmanuel Dastier de la Vigerie dans les revues Caliban et La Gauche, écrit « Par esprit de réciprocité, vous demanderez en même temps la libération inconditionnelle de ces républicains espagnols encore internés en Russie soviétique et dont votre camarade Courtade a cru pouvoir se faire l'insulteur, oublieux de ce que demeurent ces hommes pour nous tous et ignorant sans doute qu'il n'est pas digne de lasser leurs souliers. » Il cogne, le gentil Camus. Car après cette passe d'armes avec la gauche stalinienne, il se tourne dès le mois suivant contre la droite chrétienne en la personne de Gabriel Marcel, qui lui a reproché, à propos de l'état de siège, d'avoir esquivé le stalinisme en situant l'action à Cadiz. Sous la pression de Jean-Louis Barrault, laisse-t-il entendre. La réplique de Camus se passe de commentaires. En voici quelques extraits. Le malheur est que la pièce se passe en Espagne parce que j'ai choisi, et que j'ai choisi seul, après réflexion, qu'elle s'y passa en effet. Je dois donc prendre sur moi vos accusations d'opportunisme et de malhonnêteté. Ceci étant clairement dit, pourquoi l'Espagne ? Vous l'avouerai-je, j'ai un peu honte de poser la question à votre place. Pourquoi Guernica, Gabriel Marcel ? Pourquoi ce rendez-vous où, pour la première fois, à la face d'un monde encore endormi dans son confort et dans sa misérable morale, Hitler, Mussolini et Franco ont démontré à des enfants ce qu'était la technique totalitaire. Et Camus conclut.
Oui, vraiment. Pourquoi l'Espagne? Parce qu'avec beaucoup d'autres, vous avez perdu la mémoire. Le 31 janvier 1949, Albert Camus a été fait commandeur dans l'ordre de la libération de l'Espagne. C'est Fernando Valera qui a prononcé le discours de réception. Camus, qui accepte cette médaille en chocolat, avait auparavant refusé toute forme de distinction officielle et même la Légion d'honneur. Savait-il même que Franco l'avait reçu des mains du général Maginot pour ses exploits coloniaux au Maroc? C'est durant cette même période que Camus participe au groupe de liaison internationale. Là, il est amené à intervenir en faveur de Melchor Rodríguez García, un militant anarchiste surtout connu pour avoir mis un terme aux sacas, des exécutions sommaires comme celle de Paracuellos près de Madrid, dans le camp de la République pendant la guerre. Plus tard, Albert Camus, qui comprend que l'on puisse tuer, mais qui n'admet pas que l'on fasse tuer, fera connaître par la revue Témoin la lettre qu'envoya Simone Weil, la philosophe, à l'auteur des Grands cimetières sous la lune, Georges Bernanos, à propos des atrocités qu'elle avait vues durant son court passage parmi les milices libertaires en Catalogne. Mais il est bon que la violence révolutionnaire, inévitable, se sépare parfois de la hideuse bonne conscience où elle est désormais installée, dira Albert Camus. C'est maintenant dans des discours que Camus développe l'essentiel de sa pensée en faveur de l'Espagne antifranquiste. Ainsi, le 12 avril 1951, les amis de la République espagnole organisent-ils un meeting salle Saunier à Paris. Camus y déploie une mise en parallèle de la culture espagnole telle qu'il l'entend, avec l'ersatz rance qu'en propose le régime franquiste, symbolisé par Jacinto Benavente, qui avait également eu le prix Nobel. Le 19 juillet de cette même année 1951, Camus donne une conférence dans les locaux de la Ligue française de l'enseignement rue Récamier, sous le titre « 19 juillet ». Il dit notamment « Alors, le 19 juillet 1936 sera aussi l'une des dates de la deuxième révolution du siècle, celle qui prend sa source dans la Commune de Paris, qui chemine toujours sous les apparences de la défaite, mais qui n'a pas encore fini de secouer le monde, et qui, pour finir, portera l'homme plus loin que n'a pu le faire la Révolution de 17. Nourrie par l'Espagne, et en général par le génie libertaire, elle nous rendra un jour une Espagne et une Europe, et avec elle, de nouvelles tâches et des combats enfin à ciel ouvert. Ceci, du moins, fait notre espoir et nos raisons de lutter. Peut-être au cours du débat qui va suivre, pourrons-nous revenir sur la signification profonde de cette date, 19 juillet. Dans l'Espagne de Franco, la lutte inégale des antifascistes contre les forces répressives continue. Si les guérillas dans la montagne sont en train de s'éteindre, des actions armées se poursuivent dans les villes et d'importants mouvements sociaux se sont produits. De grandes grèves au Pays Basque, grève quasi insurrectionnelle des tramways à Barcelone. Alors, pour protester contre 11 condamnations à mort qui frappent des militants de la CNT, un meeting est organisé Salvagram le 22 février 1952. En présence de Jean-Paul Sartre et André Breton, ainsi que de ses vrais amis Louis Guillou et René Char, Albert Camus déclare « Un quotidien parisien annonce aujourd'hui à ses lecteurs alléchés une étude sur les grandes directives de la politique franquiste. Ce soir, nous sommes par malheur obligés de nous border à l'examen d'une seule des directions où cette politique s'est engagée, et cette direction est indiquée par la mire des fusils d'exécution. Cette direction a pour elle, au moins, d'avoir été constante et obstinée. Voici près de 15 ans, en effet, que le franquisme vise le même but, le visage et la poitrine des Espagnols libres. » À peine 4 mois après ce meeting dramatique, l'UNESCO annonce que l'admission de l'Espagne va être mise à l'ordre du jour. Aussitôt, Camus rompt toute relation avec l'institution et se retire de tous les projets en cours. Dans le grand meeting de protestation organisé le 30 novembre,
Camus déclare « Quand on sait qu'à Madrid, le ministre actuel de l'Information, collaborateur désormais direct de l'UNESCO, est celui-là même qui fit la propagande des nazis pendant le règne de Hitler. Quand on sait que le gouvernement qui vient de décorer le poète chrétien Paul Claudel est celui-là même qui décora de l'ordre des Flèches Rouges Himmler, organisateur des crématoires, on est fondé à dire, en effet, que ce n'est pas Calderón ni Lope de Vega que les démocraties viennent d'accueillir dans leur société d'éducateurs, mais Joseph Goebbels. Il ne reste plus à l'Espagne de Franco que d'accéder à l'ONU. Ce sera fait le 14 décembre 1955, au terme d'un vote qui donne le résultat suivant. Pour, 53 voix. Contre, 0 voix. Abstention, 2. Le Mexique et la Belgique. Camus exprimera son dégoût dans l'Express avec un article au titre célèbre « Démocrate, couchez-vous ». Désormais, Camus va défendre sa conception de la culture et de la culture espagnole dans une série d'interventions. Ainsi, le 20 octobre 1955, à la Sorbonne, la célébration du 250e anniversaire de Don Quichotte, il déclare « Certes, tous les Espagnols peuvent se réclamer de Cervantes, mais aucune tyrannie n'a jamais pu se réclamer du génie. La tyrannie mutile et simplifie ce que le génie réunit dans la complexité. En matière de paradoxe, elle préfère Bouvard et Pécuchet à Don Quichotte, qui depuis 3 siècles n'a pas cessé lui aussi d'être exilé parmi nous. Mais cet exilé, à lui seul, est une patrie que nous revendiquons pour nôtre. Nous célébrons donc ce matin 350 années d'inactualité. De même, le 30 octobre 1956, à la Sorbonne, un hommage à Salvador de Madariaga, le grand intellectuel espagnol en exil, sous le titre « Le Parti de la Liberté ». Camus cite Nietzsche « Tu choisiras l'exil pour dire la vérité ». À cette même date, les chars soviétiques sont dans Budapest. Ce que fut l'Espagne pour nous il y a 20 ans, la Hongrie le sera aujourd'hui, dira Albert Camus à la salle Wagram un peu plus tard. Entre-temps, Albert Camus a participé le 10 mai 1953 à un meeting syndical à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, salle Sacco et Vanzetti, avec la participation de la CNT et de l'UGT espagnole. Son intervention est intitulée « Le pain de la liberté ». Le militant de la CNT-AIT et combattant de la Révolution espagnole Bernardo Pou, ce sont les termes utilisés sur le tract, doit prendre la parole aux côtés d'Albert Camus. En écho à l'Espagne libre de 1946, la revue Témoin, davantage d'inspiration libertaire que proprement anarchiste, sort un numéro spécial à l'été 1956, « Fidélité à l'Espagne ». C'est encore Camus qui le préface. 20 ans après la guerre d'Espagne, des hommes ont voulu se réunir pour dire leur fidélité à la République vaincue. Le temps ni l'oubli, qui sont les grands auxiliaires des réactionnaires de droite ou de gauche, n'ont rien pu contre cette image intacte, en nous, de l'Espagne libre et enchaînée. En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Après ses fastes et ses faux-semblants, il revient parmi les siens au cercle des amitiés méditerranéennes. Il prononce un discours intitulé « Ce que je dois à l'Espagne ». En voici un petit passage. Vous me permettrez, j'en suis sûr, de symboliser cette amitié pour un soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, nous sommes en partie du même sang et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous, dont le malheur ni la misère pourtant n'ont pas cessé, une autre dette que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat,
il faut des sources chaleureuses pour venir lutter contre l'assombrissement dont j'ai parlé et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous êtes pour moi une de ces sources, et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active, généreuse. L'Espagne de l'exil m'a souvent montré une gratitude disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années et puis ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement écrit qu'ils avaient raison. Albert Camus donnera encore une petite note pour la commémoration de l'assassinat en 1909 à Barcelone du pédagogue libertaire Francisco Ferrer Guardia, le créateur de la Escuela Moderna. C'était le 9 octobre 1959 à la Mutualité. Francisco Ferrer, dit la note, pensait que nul n'est méchant volontairement et que tout le mal qui est dans le monde vient de l'ignorance. C'est pourquoi les ignorants l'ont assassiné et l'ignorance criminelle se perpétue encore aujourd'hui à travers de nouvelles et inlassables inquisitions. En face d'elle, pourtant, quelques victimes, dont Ferrer, seront toujours vivantes. Et c'est signé Albert Camus. Le 4 janvier 1960, Albert Camus est mort dans un stupide accident de voiture, on le sait. Mais l'histoire ne saurait s'arrêter sur cette note funèbre. Je disais en commençant que le 25 juillet 1955, Camus avait écrit 2 lettres. La seconde vient de nous parvenir, 67 ans après. Je vous raconte. Les libertaires espagnols ont toujours eu le goût de la culture et des livres, sans doute en partie grâce à l'héritage de Francisco Ferrer. Réfugiés en France, ils ont poussé leurs enfants à profiter de l'école républicaine, si éloignée, malgré ses limites, du modèle clérical espagnol. Alors, en 1954, un fils d'anarcho-syndicaliste espagnol vivant à Castres, Jean Liberto Andreu, c'est le L qui n'apparaissait nulle part, accède à la classe d'Hippocagne du lycée Gambetta de Toulouse, qui ne s'appelle pas encore Fermat. Harcelé par un professeur de philosophie intégriste qui prétend que sans Dieu rien n'est possible, il prend la liberté d'écrire à Camus, par l'intermédiaire des éditions Gallimard, dont son père lit les articles et les interventions dans la presse de la CNT au début de l'année 1955, lui semble-t-il. Il faut dire que le prof de philo intégriste a même convoqué Jean Liberto avec un autre élève pour les mettre en garde contre les dérives de la pensée. Cet autre élève n'est autre que le philosophe Alain Badiou. En tout cas, pas de réponse. Jusqu'à ce qu'à la fin du mois de juillet, son père remette à Jean Liberto, avec une légitime fierté, dit-il, la réponse d'Albert Camus. Aujourd'hui, Jean Liberto Andreu est membre du CTDE et il nous a transmis cette lettre de Camus restée inédite. Elle est longue et argumentée. C'est de la philosophie. Retenons 2 passages. La position intermédiaire dont vous me parlez existe donc. Elle consiste à ne rien nier que les valeurs de négation, à affirmer que les valeurs de conduite existent, mais qu'il faut les incarner tous les jours pour qu'elles gardent une vérité, à croire que la vie a un sens, mais qu'il dépend de notre action particulière, que ce sens survive et s'épanouisse, à se réjouir enfin qu'entre le cynisme nihiliste et l'extase inaccessible pour tant d'hommes, il y ait encore une place pour une action fière. Je ne crois pas, continue Camus, que l'homme soit seulement l'homme. Il est aussi les hommes et la nature dont il participe. Il est aussi ce principe de dépassement perpétuel qui fait de la vie une aventure souvent basse et parfois admirable. Et juste avant sa signature en pâte de mouche, Albert Camus a écrit « Je vous serre la main ».
Niveau personnel, en référence à ce qu'a dit Maria Lopo tout à l'heure, hein, c'est l'attachement de Maria Casares à son pays d'origine et à ce qu'on appelle la patria chica, c'est-à-dire la Galice. J'ai eu l'occasion, je crois que c'était en 1976, une seule fois, d'entendre Maria Casares qui jouait Médée à Paris. Et c'était absolument impressionnant. On avait la chair de poule en l'entendant. C'était quelque chose d'impressionnant. Enfin, c'est ce que vient de dire Ahmad à propos de Camus. Je pense que Camus a été extrêmement dégradé, en particulier calomnié, parce qu'à l'époque, effectivement, il dominait toute une série d'intellectuels, hein, pour ne pas les citer, Sartre, etc., Beauvoir, qui, malgré leur qualité et leur intelligence, finalement, se mettaient à genoux devant le stalinisme. Et Camus a eu le courage, justement, de se dresser contre ça, et de se dresser aussi contre la voix ambiante, la voix dominante, en particulier au moment de la guerre d'Algérie, quand on lui a reproché, en déformant la phrase « je choisis entre la justice et ma mère », sans contextualiser dans quel sens il l'avait dite, il s'en est pris à un étudiant kabyle, enfin qui s'en était pris d'ailleurs très violemment à Camus, et ensuite ce même étudiant kabyle est allé, a lu L'étranger, a été absolument commotionné, vraiment ébranlé par ce qu'était Camus, et il est allé à Lourmarin, et Camus venait juste de mourir dans cet accident, et il est allé au cimetière de Lourmarin pour déposer des roses. Ce qui prouve à quel point, finalement, la pensée de Camus par rapport, entre autres, à ce que lui a reproché l'Algérie, a été totalement déformée et diffamée. L'autre point, c'est effectivement toute son attitude par rapport au comportement de l'URSS, que ce soit au moment du procès Kravchenko, où l'on découvrait, enfin on le savait déjà, où l'on découvrait les goulags bien avant Solzhenitsyn, et à ce niveau-là, quand Margaret Buber-Neumann, qui était une militante communiste, qui d'abord avait été emprisonnée dans un goulag en Union soviétique, a ensuite été livrée par Staline aux nazis pour aller à, je crois que c'était à Ravensbrück, à Ravensbrück, où elle a rencontré d'ailleurs une série de déportés femmes, en particulier l'amie de Kafka, mais également Milena, et également l'anthropologue française Tillon. Hein. Je pense qu'à l'époque, il fallait avoir beaucoup de courage pour s'élever contre ces infamies. Ça nous fait rejoindre un peu l'actualité, malheureusement. Hein. On a publié beaucoup d'articles, en particulier sur le 19 juillet, sur la Révolution, sur la fin de la République espagnole, qui ne s'est pas terminée en février, mais qui s'est terminée le 1er avril. Et là aussi, l'histoire a été quand même énormément déformée. On est revenu sur les mai 37, au cours duquel le POUM et les anarchistes ont été massacrés, et Andrés Nin, qui était quand même un ministre de la République, une République que l'on disait démocratique, a été assassiné sans que le gouvernement dise absolument rien. Oui, précisément, tout à l'heure, je disais que la date du 19 juillet pouvait être intéressante, puisque Camus fait une de ses grandes interventions sous ce titre, 19 juillet 1936.
Alors pourquoi la date du 19 juillet est importante, et plus importante que ce qu'on imagine? C'est tout simplement que par rapport à la guerre d'Espagne, il faut choisir, chaque parti, chaque organisation choisit sa date. Pour Camus, pour les révolutionnaires, de manière générale, cette date, c'est le 19 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup d'État militaire, que les militaires sont dans les rues, qu'ils veulent s'emparer du pouvoir, et que c'est une riposte ouvrière, à Barcelone notamment, qui va les mettre en échec. Et donc, cette riposte ouvrière, cette riposte populaire, est marquée par la date du 19 juillet. Naturellement, les franquistes, eux, n'ont pas choisi le 19 juillet. Eux, ils ont choisi le 18 juillet. Et le 18 juillet a été longtemps un jour de fête en Espagne. Pendant tout le franquisme, c'était jour de fête. C'était le jour du soulèvement national, etc. Mais là où les choses deviennent un peu perverses, c'est qu'il y en a d'autres qui vont utiliser le 18 juillet. Le président de la République espagnole, Manuel Azaña, quand il fait des grands discours pour rappeler ce qui s'est passé en juillet, un grand discours en juillet 37, en juillet 38, pour rappeler ce qui s'est passé en juillet 36, il ne choisit pas le 19, il choisit le 18. Et le Parti communiste, pareil, il choisit le 18. Alors c'est très curieux comme ligne de fracture. D'un côté, il y a les révolutionnaires, alors le POUM, la CNT, une grande partie également de l'UGT, qui choisit le 19. Tous les autres ont choisi le 18. C'est quand même bizarre, C'est quand même bizarre. Et donc, le choix de Camus du 19, ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, c'est des misères, c'est une histoire de 24 heures, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça porte derrière. Je voudrais profiter pour dire autre chose là, par rapport à ce que dit Maria Lopo, du fait que la bibliothèque de Casares Quiroga n'a pas été brûlée sur le port de la Corogne. Ben non, c'est pas la sienne qui a été brûlée. C'est la bibliothèque de l'Athénéo de la Corogne qui a été brûlée sur le port. Il existe une photo. Pourquoi le Parti communiste a choisi le 18 ? Le Parti communiste a choisi le 18 parce que la politique, à ce moment-là, il choisit la légalité républicaine. Ce que fait le Parti communiste, c'est l'égalité républicaine. C'est la politique des fronts populaires, c'est la logique qui a été mise. Il y a eu un changement d'orientation au niveau de l'internationale communiste en 1935, et désormais, c'est une politique qui est une politique d'alliance. Et donc c'est une politique, en Espagne, une politique d'État. Alors après, il y a toujours de bonnes raisons. La Passionaria a fait un discours le 18, mais tout le monde a fait des discours ce jour-là. Mais c'est pas un discours qui fait reculer les canons. C'est l'insurrection ouvrière. Et le Parti communiste, tout naturellement, qui est un petit parti au début de la guerre civile, vraiment un parti petit parti. On considère qu'il y a peut-être 30 ou 40 000 membres. La CNT a 1 million d'adhérents, et puis l'UGT un peu plus. Donc les proportions sont terribles. Eh bien, le Parti communiste va sans arrêt faire le choix de s'opposer
aux révolutionnaires, qui sont des irresponsables, etc., etc. Et ça va être, le discours qui va être tenu, ce sont les grands défenseurs de la légalité républicaine, puisque dans de grands territoires de l'Espagne, le fait que le coup d'État n'ait pas fonctionné, ça ouvre la voie à une révolution. Cette révolution consiste à collectiviser les terres et de collectiviser également les usines. Hein, il y a tout un mouvement social. Le Parti communiste va prendre comme ligne la ligne de défense de la petite propriété, défense des cultes, voilà, tout le contraire, quoi. Il y a un discours qui est célèbre de l'époque. La ligne du Parti communiste, et pour longtemps encore, c'est la ligne de la démocratie bourgeoise. Mais c'est écrit en toutes lettres dans Mundo Obrero, le journal du Parti communiste. C'est la défense, voilà, de la République bourgeoise. Et d'ailleurs, pour une raison toute simple, comble de l'argumentaire, c'est que comment pourrait-on faire en Espagne une révolution alors que en URSS, on n'y est pas encore arrivé complètement? C'est génial comme raisonnement. Excusez-moi, mais je ne comprends plus rien. Parce que moi, j'ai toujours entendu que le 18 juillet, c'était le jour du soulèvement de Franco. Oui. Donc, ce n'était pas un jour à célébrer par... c'est bien, voilà. C'est bien ce que je dis. Mais le 19, je n'en avais jamais entendu parler. Et ben voilà. Mais c'est ça. Le problème, il est là. Et il se joue sur ça. C'est extrêmement intéressant. Alors, Véronique disait que je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Les 19 juillet, c'était rituel. Le 19 juillet, c'était un événement. On fêtait le début de la Révolution, le soulèvement populaire, etc. C'était le 19 juillet. Mais quand on regarde, on s'en est rendu compte, je m'en suis rendu compte récemment, c'est qu'on était les seuls. Enfin, le mouvement libertaire était le plus important en exil, hein, numériquement. Mais c'était les seuls. Et quand on a cherché dans les bouquins, on voit que les discours de Manuel Azaña, 18 juillet. 18 juillet. Parce que ça se rattache à la légalité républicaine. Le 18 juillet, il y a encore une légalité républicaine. Le 19 au matin, il n'y en a plus. Les soldats sont dans les rues de Barcelone, il n'y a plus de légalité. Maintenant, c'est force contre force. Et c'est le mouvement ouvrier qui l'emporte. Bah alors là, il est difficile pour un homme politique de reconnaître que le pouvoir est dans la rue. Donc il ne l'admet pas. Et donc il garde le 18. Et après, on se retrouve avec cette situation extrêmement paradoxale. Hein. Effectivement, c'est très, très paradoxal. Mais là, alors vous voyez bien, Camus, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine envergure. Quand il fait... c'est en 51, hein, oui. En 51, une conférence, etc., dont le titre est 19 juillet 1936, et qu'il dit que c'est la date qui marque, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ça existe, et que ça existe quand même avec un certain poids. Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous avez dit. Vous n'en aviez jamais entendu parler. Voilà. Ça fait partie de ces... Vous aurez remarqué que Camus parle très souvent de la mémoire. À Gabriel Marcel, il dit, mais parce que vous avez perdu la mémoire, Gabriel Marcel, vous ne voulez pas vous souvenir des choses. Voilà. Oui, je voulais réagir concernant le 18, parce que les Andalous et les Africains du Nord, puisqu'il s'est quand même soulevé en Afrique, il ne faut pas l'oublier, il y avait un moment que ça... Hein, que Franco et tous les soldats espagnols en Afrique étaient en train de préparer le soulèvement contre la République. Je voudrais aussi rappeler qu'en Afrique et l'Andalousie,
ont beaucoup souffert. Et eux, ils n'ont pas évoqué forcément ni le 18 ni le 19. Le 18 est une date bien sûr officielle, étant donné que c'est Franco qui gagne malheureusement, et donc ça a été imposé. Mais quand vous parlez toujours de Barcelone, moi je veux bien Barcelone, mais n'oublions pas ce qu'a subi le sud de l'Espagne. Hein, ils ont été massacrés. La Débandada, etc., de Malaga et tout ça, on en parle encore, ça revient. Hein. Bon, voilà. Bien sûr. Donc pour les gens qui ne sont pas tout à fait au courant de le 18 juillet, ouais, Franco, machin, mais ça se préparait depuis longtemps. Je veux dire, bon, c'était un petit un chef comme ça. Il y en avait d'autres qui prétendaient aussi. Hein. Donc voilà, le 18, c'est parce que c'est une date, effectivement, qui a été mise en avant. Et jusqu'à la mort de Franco en 1975, hein, c'était bien sûr une fête nationale, tout à fait. Donc je ne voudrais pas qu'on oublie les gens d'Afrique du Nord et les gens d'Andalousie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, les premiers contacts qu'aura Camus avec des réfugiés, vraiment les tout premiers contacts, il les aura à Oran, dans la famille de Francine Faure, sa femme. Parce qu'un réfugié est accueilli chez les parents de Francine Faure. Et puis il y en a un autre dont on connaît le nom, avec lequel il joue au foot. On sait aussi que Camus adorait jouer au foot, mais il a joué au foot avec un réfugié dont on a le nom. Et c'est vrai qu'il y a eu un afflux terrible. Précisément, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai. Franco était aux Canaries. Le gouvernement de la République avait mis Franco aux Canaries pour l'éloigner de toute velléité complotiste. On voit que ça n'a pas très bien marché. Hein. Mais comme il est prévu qu'il prenne le commandement des armées du Maroc, et donc de la Légion en particulier, il faut qu'il se déplace des Canaries au Maroc. Et alors pour ça, il y a une histoire très intéressante. C'est le financier, parce que derrière toujours, vous avez remarqué que aussi bien Jean Cassou que Camus parlent toujours des financiers, des trucs, de machin. Il y a toujours de l'argent derrière les fascistes, hein, des capitaux. Eh bien, c'est un grand banquier espagnol, Juan March, qui finance Franco. Et Franco va faire louer en Angleterre un avion, un bimoteur, un de Havilland de Dragon rapide, pour aller des Canaries au Maroc. Celui qui sert d'intermédiaire pour cette location, c'est précisément le Sangroniz, qui va être le premier ambassadeur de Franco à Paris. C'est lui qui loue l'avion pour Franco. C'est même lui qui va prêter son passeport à Franco, parce que Franco est dans l'obligation, l'avion n'a pas un rayon d'action suffisant pour aller directement au Maroc, au Maroc espagnol, au RIF, l'avion est obligé de se poser pour faire le plein au Maroc français. Et c'est ce même Sangroniz qui donne le passeport, qui prête son vrai faux passeport, du coup, à Franco. Et, petit détail, quand les troupes de la Légion sont transportées du Maroc en Espagne, c'est un pont aérien. C'est le premier pont aérien de l'histoire. C'est un pont aérien organisé par des transports de troupes d'Ornier de l'armée allemande. On est au premier jour du soulèvement. Alors, ce n'est pas directement l'armée allemande, hein. Il y a une histoire de location, il y a toujours... mais c'est des avions d'Ornier, hein, et on voit bien les troupes de la Légion embarquées au Maroc espagnol. Ils vont être envoyés à Séville, avec des massacres invraisemblables. Alors, c'est Séville. Ensuite, c'est terrible. Alors, la chute de Malaga, c'est après, parce que précisément, Malaga, c'est un endroit où les franquistes sont perdus. Ils n'ont pas réussi à prendre Malaga. C'est une ville ouvrière, etc. Là, ils perdent. Bon, après,
l'exode de Malaga, c'est terrifiant. Hein, mais Camus a été en contact avec Raphaël Alberti, mais pas en France, en Argentine. Il a fait une tournée en Argentine. Il a rencontré Raphaël Alberti. Ils ont parlé. Oui, apparemment Alberti a dit qu'il était d'accord avec Camus. Mais Camus ajoute dans le commentaire, mais bon, finalement, les circonstances, sous-entendu les staliniens, vont faire de nous des ennemis. Hein, voilà, c'est-à-dire lui, Alberti y est avec enfin, suit la trace stalinienne, moi pas. Je suis perdu. J'ai rien à espérer. Je vais ajouter un point là. Bon, d'une part, pour le PC, d'après ce que dit Fernando Claudin, qui a été quand même à la direction du PC pendant très très longtemps, avant d'être éjecté avec Jorge Semprún, en 1930, le PCE a 800 militants. 800 militants. C'est un groupuscule. Bon, il va très vite. Il ne faut pas oublier qu'en 1931, les militants du PC, qui a eu plusieurs crises, hein, énormément de crises depuis sa fondation, il a été réduit pratiquement de 10% de ce qu'il était à sa naissance. Les militants, justement le 14 avril, se baladent dans Madrid en criant « À bas la République bourgeoise, à bas la République des patrons, etc. Vive les soviets ». C'est-à-dire que c'est un groupuscule totalement exotique à l'époque. Hein. Sur Semprún, d'une part, est beaucoup plus jeune. Bon, en 1945, il est sorti du camp de concentration. Il est militant du PC très vite. Et clandestin. Bon, un de ses frères, lui, était au PC aussi, mais il virera à l'anarchisme, hein, Carlos Semprún Maura. Et puis, je pense qu'il ne fréquentait plus les mêmes milieux. Il est évident que Camus ne fréquentait plus tellement les milieux du PC. Jorge Semprún, bon, il le raconte un peu dans son livre, mais il raconte aussi son passage de militant en France. C'est quand même lui qui est chargé dans la cellule des intellectuels à Paris de faire la provocation pour virer Edgar Morin du PCF. Oui, je voulais préciser que Camus a failli être brigadiste. Il y a un de ses amis intimes qui est parti dans les brigades internationales et Camus n'y a pas été parce qu'il était d'une part tuberculeux et qu'il avait une mère. C'est possible. Son écriture, l'écriture de Camus, fonctionne comme un compte à rebours. Ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, ça fait 20 ans. Et le point de départ, c'est l'Espagne. Et tout fonctionne dans tous ces textes, c'est par rapport à ça. Comme si, on voit bien à un moment donné, il y a un basculement entre les combattants, on a les combattants, et puis après, c'est les exilés. C'est-à-dire, il y a un moment où ils pensent qu'ils vont pouvoir retourner en Espagne, ce fameux compte à rebours dans 1 an, 10 ans, et puis après, et le tournant, c'est effectivement ces années 50, là, 50-55, et là, ils se disent, là, on ne repartira plus, on est exilé. Et quand Camus dit que, bah oui, Don Quichotte aussi est exilé, ben c'est ça. Exilé, c'est pas dans l'espoir d'un retour. Exilé, ça devient presque une nationalité, quoi. Qu'est-ce que vous êtes? Exilé. Voilà. Je ne suis ni d'ici, ni d'ailleurs, rien, je suis exilé, quoi. Sur la persécution, enfin, pourquoi Maria Casals n'a pas été poursuivie? Bon, je pense que c'était très aléatoire. Hein. Bon, Picasso a vécu
mais vraiment splendidement en France. Que je sache, il n'a jamais été dérangé. Bon, par contre, juste avant de mourir, l'ancien président de la République espagnole, Manuel Azaña, lui a failli être enlevé alors qu'il était pratiquement mourant. Et enfin, tout le monde connaît l'anecdote, hein, c'est-à-dire qu'il a, au moment de son enterrement, enfin, juste avant, pendant son agonie, c'est l'ambassadeur du Mexique lui-même qui loue un hôtel en disant ça, ce sera la délégation du Mexique et nous n'autorisons pas Azaña à sortir d'ici. Si bien que la police de Vichy et la Gestapo ne pourront rien faire. Et au moment de l'enterrement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les républicains espagnols voulaient qu'il soit enterré avec le drapeau républicain. Pétain, évidemment, s'y oppose. Et c'est l'ambassadeur du Mexique qui va se dresser devant et va dire, puisque c'est comme ça, Azaña sera enterré avec le drapeau des États-Unis mexicains. Et lui-même, ensuite, il mourra très tard, se fera enterrer dans les plis du drapeau républicain espagnol. Voilà. Alors parmi les choses, cet état d'exilé, bien, Camus n'a fait qu'un très court voyage en Espagne, en 1935. Il est allé à Palma, en bateau. Il est allé à Palma et il raconte des histoires. Il a visité la cathédrale et son cloître qui est enserré dans un vieux quartier, etc. Il fait une description très très jolie. Il parle, au centre du cloître, il y a un puits et à ce puits est attachée une grosse cuillère de fer qui sert aux gens à puiser l'eau dans un seau et à boire. Et aujourd'hui, dans le cloître de la cathédrale de Palma, dont la visite est devenue payante, et qui est envahi de touristes américains jusqu'à la gueule, le puits est cadenassé. Le puits est cadenassé, mais il y a toujours la chaîne, il y a toujours la cuillère de fer. Une curiosité. Alors, il n'y a fait que ce voyage-là, en 1935. Il n'est évidemment jamais allé en Espagne du vivant de Franco. Il y a des maisons d'édition qui ont essayé de voir s'ils pouvaient éditer quelques-uns de ses textes de son vivant. Il a répondu non. Il n'en est pas question. Tant que le régime est là, rien. Il y a eu aussi des tentatives de troupes pour jouer quelques-unes de ses pièces. Et là, il a été un peu moins catégorique. Il a été un peu moins catégorique. Il a demandé à Maria Casares, qui, elle, a demandé à Juan Negrin, qui lui a dit, en tout cas, si vous devez faire quelque chose, assurez-vous bien de qui il s'agit et demandez à contrôler les traductions. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Il a dit, bon, trop compliqué, laissons tomber, etc. Ce qui fait que parmi les curiosités de cet exil, que la première fois en Europe où une pièce de Camus a été jouée en espagnol, c'est à Paris, par le groupe Mosaicos Españoles, qui a joué Les Justes, Los Justos, à Paris. C'était une troupe de libertaires, une des 25 troupes libertaires de théâtre libertaire qu'il y avait en France, en exil, et c'est la première à l'avoir joué. On m'a dit que Camus n'aurait pas été très content de la traduction, parce que ça a dû être une traduction faite comme ça, un peu à l'arrache. Il s'en est jamais plaint, mais enfin bon... en fait, c'est... Quelle année ? Alors là c'est une colle. À peu près. Là, c'est une colle, je ne sais pas. Moi, je dirais, c'est les années 50, hein, mais la date, là, c'est une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et parce que les pièces vont être jouées en Argentine, et
et en particulier El Malentendido, mais l'Argentine, c'est joli l'Argentine, et puis il y a beaucoup d'exilés, et il y a surtout cette actrice extraordinaire du théâtre de Lorca, Margarita Xirgu, qui est soit à Montevideo, soit à Buenos Aires, et elle va vouloir monter Le Malentendu. Mais il y a des dictatures aussi. Perón interdit la pièce. Hein. Le Malentendu, il veut pas. C'est du Camus, il veut pas. Tant et si bien que Camus, qui doit donner des conférences, dit « Ah, la pièce est interdite. Conférence suspendue, terminée. » C'est un peu la guerre, hein, quand même. C'est pas un peu, beaucoup la guerre, quand même. Dernier point là, sur Maria Casares, c'est qu'elle explique très bien dans son livre, dans sa biographie, que ça lui a coûté énormément. Il fallait, quand elle entre à la Comédie Française, il fallait absolument qu'elle fasse disparaître son accent espagnol. Et donc ça a été une rage, une volonté pour entrer. Mais ça rejoint aussi l'ambition aussi tout à fait noble, hein, de devenir une actrice de premier plan. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on va demander une attestation sur l'honneur, entre guillemets, qu'on n'a pas des origines juives. Et effectivement, tous les acteurs vont être obligés de signer cette déclaration, y compris Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Hein, vont être obligés de le signer. Bon, ils ne se sont pas vantés, ce qui se comprend. Mais ce qui se comprend aussi, c'est que si vous voulez, entre guillemets, croûter, et si vous voulez arriver, je signe un papier, point, c'est tout. Hein, c'est pas une honte. Hein, non plus. Si vous voulez le texte de l'intervention ou en savoir un peu plus, prenez les revues du CTDE, parce que tout est dit dedans, et encore plus.